Première édition du 26 Info de ce mois de mars 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme chaque semaine, le ministre Djogbenou était devant la presse ce mercredi pour présenter les décisions du Conseil. En dehors de quelques sujets de l'actualité, plusieurs dossiers ont été examinés et approuvés. Les populations de Parakou continuent de faire le déplacement pour se faire recenser dans le cadre du RAVIP. 4 mois après le démarrage, nous sommes allés voir comment cela se déroule au centre de l'EPP SNPN. Et puis, élimination des Buffles du Borgou à la Ligue africaine des champions de football. Dans cette édition, un des responsables revient sur leur performance. On commence avec l'actualité politique et ses directions Cotonou pour retrouver Odilon Koukoubou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Brunel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Parmi les dossiers examinés et approuvés en Conseil des ministres, hier, il y a eu le rapport de la commission d'enquête sur l'achat des compteurs prépayés de la SB2E, un achat avec un prestataire qui ne respecte pas son contrat et à qui on octroie un second marché. Le point du rapport tel que approuvé par le Conseil des ministres avec le professeur Joseph Djogbenou. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ses fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a, de son propre chef, saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société MAD Sarl, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité, sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation.
Autre dossier approuvé par le Conseil des ministres hier, le rapport de travail de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes, rapport qui concerne le 2e et 3e trimestre qui a permis à la Commission de passer au pays fin plus de 8 300 dossiers et d'écouter 40 agents. Extrait. Rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des 2e et 3e trimestres 2017. Les investigations de la Commission au cours de la période considérée ont permis d'identifier des agents présumés détenteurs de faux diplômes. Au total, 8 368 dossiers ont été étudiés. Sur l'ensemble, et dans le respect du principe du contradictoire, 40 agents ont été effectivement auditionnés afin de faire valoir leurs moyens de défense. 10 n'ont pas cru devoir répondre aux convocations. De cette audition, 2 cas de figure sont à distinguer. Premièrement, certains agents ont présenté des diplômes que les établissements censés les avoir délivrés ne reconnaissent pas. Deuxièmement, d'autres ont présenté des diplômes ou des certificats apocryphes, c'est-à-dire non authentiques et donc douteux, sans pouvoir en prouver la régularité. Dans tous ces cas, des certificats de non-authenticité ont été établis. Il convient de préciser que sur les 40 mises en cause, 34 sont passés aux aveux, tandis que 6 autres contestent détenir de faux diplômes. Les investigations seront donc poursuivies pour élucider leur cas. Les 34 autres ont tous reconnu les faits devant la Commission. S'agissant des 10 personnes qui n'ont pas cru devoir répondre aux convocations, la Commission a constaté, là également, des cas de diplômes non reconnus par les établissements censés les avoir délivrés et des apocryphes. Les certificats de non-authenticité ont été en conséquence dûment établis. Certaines de ces personnes ont abandonné leur poste avant même les investigations de la Commission, ou ont pris la fuite à la vue de ses membres. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit les ministres dont relèvent ces agents, ainsi que le ministre du Travail et de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation, de mettre fin au paiement de leur traitement et d'engager les actions administratives et judiciaires à leur encontre. Il faut dire qu'à l'issue de ce point de presse, la traditionnelle séquence des questions-réponses a eu lieu. Entre autres sujets évoqués, la poursuite des grèves. Le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, a relevé l'illégalité des dites grèves. Il a à peine voilé des menaces de sanctions ultimes. Suivons-le au micro de Latifou Boni et de Mesme Aguessi. La loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations, sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves et invite, nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invite chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Nous avons observé, notamment dans le secteur de la justice,
de la part de l'Union nationale des magistrats une motion de grève qui, encore une fois, ne répond à aucune condition, de la part de personnes appelées à appliquer et à interpréter la loi, ce qui, au surplus, relève d'une faute lourde. Nous appelons les uns et les autres, nous encourageons les organisations syndicales qui se sont abstenues de suivre le modèle que je viens d'indiquer. Et nous appelons celles et ceux qui s'emploieraient à donner une suite à cette manière de procéder. L'État doit revenir dans notre société. L'État, c'est l'application de la règle de droit. Et la loi portant conditions d'exercice du droit de grève est totalement explicite sur la procédure. Et donc, encore une fois, je me profite de votre préoccupation pour en appeler à la responsabilité des uns et des autres sur cette question. Et vous aurez observé que le gouvernement, tirant la conséquence de ce que les grèves sont illégales, les agents qui sont au service de l'État, qui ne sont pas à leur poste, et plus grave encore, de manière réitérée, sont en situation d'abandon de poste. En situation d'abandon de poste. Et on termine par la santé. Le cancer du sein est une tumeur caractérisée par une multiplication anarchique et incontrôlée des cellules anormales développées aux dépens du sein, principale cause de mortalité chez la femme. Ce cancer, en plus des personnes âgées, frappe également les plus jeunes de nos jours. Qu'en est-il réellement? Emiot Maoli Konto, René Arossi. Constat d'une boule dans le sein après palpation, douleur mammaire, deux signes qui suscitent interrogations et consultations chez celles qui sont averties. Possible que ce soit une tumeur bénigne et à ce niveau, pas de panique, mais également elle peut être maligne. Et là, c'est beaucoup plus préoccupant puisqu'il peut s'agir du cancer du sein. Le constat d'un nodule dans le sein d'une femme doit l'amener à consulter obligatoirement un médecin. On n'arrive pas à mobiliser la peau sur la boule. L'existence d'ulcération, la tumeur a envahi la peau qu'elle a détruite. Quand on plisse la peau au-dessus de la tumeur, il apparaît des pores, exactement comme au niveau d'une peau d'orange. Et autre élément de gravité, l'existence d'écoulement du sang lorsqu'on fait la pression du mamelon. Au-delà de ces signes de malignité qui sont liés directement à la tumeur, il y a l'existence de nodules au niveau des creux, des aisselles ou au-dessus des clavicules. Considéré comme le tout premier des cancers chez la femme, le cancer du sein frappait il y a quelques années que les femmes âgées. Mais de nos jours, plusieurs facteurs ont élargi cette cible. Au-delà de 30 ans, pour la première grossesse, c'est un facteur de risque du cancer du sein. Il y a la puberté précoce. Une femme qui a ses premières règles avant l'âge de 12 ans. Il y a la ménopause tardive, une femme qui a sa ménopause au-delà de 55 ans. L'absence d'accouchement chez une femme. L'absence d'allaitement maternel chez les femmes qui ont eu à accoucher. Un âge supérieur à 40 ans est considéré comme un facteur de risque du cancer du sein. Une femme dont la mère ou la tante a fait un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire a un risque accru de faire un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. Il pourrait donc être héréditaire, évoluer en silence et se compliquer chez la jeune femme, raison pour laquelle toute modification au niveau du sein doit faire objet de consultation. Le tout premier examen, c'est la mammographie, c'est la radiographie des deux seins, l'échographie des deux seins et l'élément le plus important de tous, c'est le prélèvement de la tumeur avec examen au laboratoire. C'est au laboratoire qu'on va dire que oui, au niveau du morceau de tumeur, comme on voyait, il y a des cellules cancéreuses ou bien c'est des cellules bénignes. Et que faire lorsqu'il s'agit des cellules cancéreuses? Le tout premier élément du traitement du cancer du sein, c'est la chirurgie. En fonction de la taille de la tumeur et du type qu'on a découvert au laboratoire, on peut être amené à enlever tout le sein ou bien enlever une partie du sein, emportant la totalité de la tumeur.
La deuxième chose, c'est la chirurgie des aisselles. Alors, on va enlever les ganglions au niveau de l'aisselle. Après ça, il y a la radiothérapie. C'est la radiothérapie qui n'est pas disponible au Bénin. Donc, actuellement, quand on finit la chirurgie, il faut évacuer les patients à l'extérieur pour, entre autres, la radiothérapie. Radiothérapie possible qu'à l'extérieur, le sort des patientes ne disposant pas de moyens financiers est donc connu d'avance. Ici au Bénin, leur traitement s'arrête à ce stade. Seule solution qui s'offre à elles, attendre et compter les jours. Ainsi, dans notre pays, la guérison de ce mal ne pourra être possible que lorsqu'il est précocement diagnostiqué. Non, le cancer du sein découvert tôt peut se guérir, ça il faut retenir ça. Et si c'est une tumeur de petite taille, qui n'est pas agressive, qui n'a pas déjà donné des métastases au niveau d'autres organes et qu'on enlève la totalité du sein, on règle en grande partie le problème. Un problème qui va se compliquer davantage en l'absence de soins. Tu as un cancer du sein et on ne traite pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça envahit la peau, ça envahit les muscles du thorax, et puis ça envahit les ganglions de proche en proche, et puis ça envahit les autres organes à distance tels que le foie, les poumons, le cerveau, les os, etc. Et c'est à ce stade-là qu'on ne veut pas voir les patients parce qu'à ce stade, on ne peut faire que les accompagner vers la mort. À un stade avancé, c'est donc peu de chances qui s'offrent dans l'un ou l'autre des cas. Et c'est pour cela qu'on met un accent particulier sur le dépistage précoce. Et parlant du dépistage, il y a les dépistages de masse. Et maintenant, il y a les dépistages individuels. Là, c'est la personne qui prend l'initiative. Je vais voir mon médecin pour le dépistage du cancer du sein. La deuxième chose, c'est l'auto-examen des seins. Il s'agit de l'examen des seins que doit réaliser chaque femme jusqu'à sa ménopause. L'auto-examen des seins se fait au cours de la première partie du cycle, c'est-à-dire dès que vous commencez les règles, au cours des 10 premiers jours, il faut examiner les seins. Le moment idéal, c'est à la fin des règles. Vous faites l'examen de votre sein. Devant un miroir, vous regardez les deux seins. Vous voyez s'il y a une anomalie visuelle. Ensuite, vous palpez chacun des seins alternativement. Un auto-examen des seins qui s'apprend systématiquement en consultation gynécologique, c'est donc plus qu'une urgence afin de ne pas tomber dans les complications irréversibles de ce tueur silencieux, le cancer du sein. Courage, mesdames. C'est fini. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit à Parakou. Merci Odilon Kokoubou. Démarrée depuis le 1er novembre 2017, l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de notre rédaction était au centre d'enrôlement de l'école primaire publique SNTN de Parakou pour voir comment cela se déroule. Dieudonné Babatunde, Latifou Mora. Cela fera bientôt 4 mois que le gouvernement du Bénin a lancé le RAVIP. Les jours s'égrènent et l'opération du recensement à vocation d'identification de la population tend vers sa fin. Mais au-delà, certaines difficultés subsistent. Tout se passe normalement, il n'y a pas de brutalité, seulement qu'il y a beaucoup d'affluence et pour se faire enregistrer un peu plus tôt, il va falloir venir très tôt, c'est-à-dire venir autour de 2h, 3h du matin, ce qui n'est pas vraiment admissible parce que s'il faut quitter nos domiciles très tôt, les voleurs pouvaient nous cambrioler. Les appareils utilisés sont en nombre insuffisant parce que si ces appareils étaient en nombre très suffisant, cela réduirait la tâche à ceux qui travaillent. Pour être pris en compte à cette étape de l'opération, il ne suffira pas de venir tôt. Il y a une liste qui est toujours ouverte à partir de 5 heures et c'est le délégué qui s'organise pour ça parce que c'est une liste cachetée. On met un cachet sur la liste et très tôt le matin, tout le monde doit se faire, toi qui viens à l'heure, en venant en même temps, c'est que la liste commence de 1, disons, à l'infini. Quand tu viens en première position, tu mets ton nom et c'est avec cette liste, on fait l'appel. Mais une personne qui est absente, on ne peut pas appeler une personne et si la personne est absente, on bat son nom. Voilà qui explique pourquoi certains qui se sont pourtant bien inscrits très tôt le matin n'arrivent pas à se faire enrôler au cours de la même journée. Le RAVIP se poursuit. Il durera encore 2 mois, mais les populations expriment certaines inquiétudes. Autrefois, ils ont parlé de l'EPI, et il y a d'autres recensements, mais on constate qu'après chaque régime, il y a des recensements qui s'en suivent. Pour faire quoi, on ne sait pas. Mon souhait, c'est que ce soit une opération quand même réussite. Il ne faut pas que cela soit remis en cause dans les années à venir.
Malgré toutes les tracasseries et tous les doutes, il faut se faire enrôler. Population du Bénin, faites-le donc pendant qu'il est encore temps. Champion du Bénin pour le compte de la saison 2016-2017, les Buffles du Borgou étaient systématiquement qualifiés pour prendre part aux préliminaires de la Ligue africaine des champions de football. Mais comme en 83, la double confrontation entre Buffles du Borgou et ASEC d'Abidjan a tourné à l'avantage des académiciens de la Côte d'Ivoire. Les Buffles sont donc éliminés de la compétition continentale. Une semaine après, l'un des responsables du club nous en parle. Il répond aux questions de Dieudonné Babatoundé. Nous ne sortons pas de cette double confrontation avec seulement l'élimination, mais avec des acquis. Et les enfants ont réussi à élever leur niveau de jeu. Et c'est le lieu de rappeler que à la fin du championnat, on les avait soumis à une certaine nouvelle compétition, une rivalité, en intégrant dans le groupe des joueurs pour renforcer. Mais ils avaient réussi ce pari de relever leur niveau et d'amener, n'est-ce pas, le staff à ne retenir finalement que 3 joueurs comme un renfort sur la dizaine au départ. Donc ça montre que nous avons quand même acquis quelque chose de l'expérience de cette double confrontation, que nos joueurs également se sont battus pour relever leur niveau. Et cela doit pouvoir nous être bénéfique pour la suite. Et comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas tomber qui est problème, ce n'est pas réussir à se relever. Le premier point de non-satisfaction, et le plus important pour moi, c'est de n'avoir pas réussi à faire jouer le match aller sur nos propres installations. Ça, c'est le plus gros point. On aurait drainé plus de monde et on aurait créé un événement à réussir à jouer sur nos propres installations que de Kandi de Malanville, de Djougou, de Bembereke, de partout dans le septentrion. Les gens viendraient, que ça allait beaucoup plus donner de quoi amener les joueurs à produire des résultats. L'autre point d'homme, c'est par exemple qu'il n'y a pas des images à apporter. Il n'y a pas des images, ça c'est les moyens. Il fallait se déplacer avec la presse en qualité et en quantité. On n'a pas su le faire. Aujourd'hui, nous ne parlons que de ce match qu'à travers les commentaires que nous avons écoutés, qu'à travers les réseaux sociaux. C'est le lieu de remercier le gouvernement qui a accompagné les deux équipes et qui a montré clairement l'intention de faire dans le milieu sportif. On finit avec la sécurité routière. Le non-respect des couloirs de circulation par les usagers de la route est une réalité à laquelle on assiste tous les jours au Bénin. Plusieurs raisons expliquent ce comportement sur une route en perpétuel changement. Inès Tosso et Marc Akakou ont fait le constat sur les axes routiers de Parakou. De plus en plus en construction dans nos villes, les voies à double sens se présentent comme un espace nouveau de circulation pour les usagers de la route. Changement de caractéristiques de route, bouleversement de comportement des usagers, voilà autant de situations auxquelles sont confrontés quotidiennement les conducteurs sur ces axes routiers. C'est quelque chose d'abord qui ne se sont pas encore habitués. Parce qu'en voyant Parakou, on voit que Parakou, bon, c'est la 3e ville, mais c'est encore en arrière, selon mes constats. Le non-respect des couloirs de circulation par les usagers de la route dans notre pays est une réalité flagrante. Parce que ça s'observe partout sur les axes routiers du pays et surtout sur les routes à sens unique qui sont
en train d'être développés. Un danger permanent que l'on note à Parakou, compte tenu de l'état des chantiers toujours en réflexion, de l'incivisme de certains et de la méconnaissance du code de la route. Les gens pensent que pour l'instant, ce n'est pas encore fini, donc on peut circuler tout comme on veut. Je mets d'abord en premier l'incivisme. Maintenant, vous méconnaissez le code de la route et vous circulez sur la route, vous êtes un danger public. Et si encore dans ces conditions-là, vous donnez la peine de faire l'excès de vitesse, c'est la pire des ignorances. Des ignorances qui occasionnent bon nombre de dégâts sur nos routes, mais qu'on pourrait éviter en adoptant certains comportements. Le code de la route aujourd'hui, c'est uniquement en français. Or, nous tous qui circulons ne sommes pas tout le temps, ne sommes pas allés à l'école. Donc, je pense qu'il serait intéressant que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Que ça se passe plus dans nos langues. Ils n'ont qu'à tout faire pour mettre des panneaux. Et les feux tricolores, également les panneaux de signalisation. J'en appelle à tous les usagers de la route au civisme et surtout la courtoisie au volant. L'usager qui est à 2 roues doit circuler sur la piste qui lui est réservée. Dans le cas où la piste n'existe pas, nous les convions à rouler à l'extrême droite. Il serait donc primordial que ces attitudes soient respectées par les conducteurs pour leur sécurité routière. Voilà quelques conseils à respecter sur nos routes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Ce sera tout pour ce soir. Bonne soirée à tous.